Et on retrouve pour le bloc-notes Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Eva. Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'American Jewish Committee en France, l'AJC Europe. Vous voulez revenir avec nous aujourd'hui sur une attaque qui a eu lieu la semaine dernière et qui est passée relativement inaperçue ici. Pourtant, c'est une attaque d'une gravité extrême. Ça s'est passé sur le sol américain. Oui, exactement, Eva. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il était censé être le vice-président de Kamala Harris pendant la campagne présidentielle, a été visé par un attentat à la bombe incendiaire dans sa résidence familiale en pleine nuit, alors qu'il dormait avec sa femme et ses enfants et même le reste de sa famille parce qu'ils étaient là pour le soir même du premier Seder de Pessah. L'auteur de cette attaque, Cody Balmer, affirme avoir agi au nom de la cause palestinienne en accusant Shapiro, qui est juif, d'être, et je cite, un monstre et de vouloir tuer ses amis palestiniens. Une attaque politique, antisémite, au début, lorsqu'elle venait de se produire, on l'a vu ici sur Radio J avec notre correspondant Sébastien Lévy. L'enquête venait juste de commencer, donc on n'en était pas sûr. Donc désormais, donc une attaque politique et donc, comme vous venez de le dire, antisémite, revendiquée au nom de la cause palestinienne. Qu'est-ce que ça révèle selon vous ? Écoutez, je pense que c'est un tournant quand même extrêmement préoccupant qui, je pense, dit beaucoup de choses. C'est le croisement de plusieurs tendances que nous observons depuis des mois, voire des années. Un antisémitisme de plus en plus décomplexé sur les campus, bien sûr, dans les manifestations, sur les réseaux sociaux aux États-Unis, combiné à une radicalisation du discours politique qui, en réalité, se traduit donc en violence y compris physique. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Harrisburg, en Pennsylvanie. C'est une tentative d'assassinat motivée par une haine antisémite déguisée en militantisme. Et c'est à ma connaissance, en tout cas, la première fois qu'un élu américain est ainsi ciblé au nom de la cause palestinienne aux États-Unis. L'auteur des faits a qualifié le gouverneur américain démocrate juif Josh Shapiro de monstre. Il lui a reproché de vouloir faire du mal aux Palestiniens. Comment interpréter cette rhétorique ? Écoutez, c'est exactement le type de discours qu'on entend aujourd'hui un peu partout, mais pas seulement aux États-Unis, aussi ici en France. En France, ce glissement est plutôt manifeste quand vous avez par exemple un député comme Émeric Caron qui affirme que nous n'appartenons pas à la même humanité, ou quand une figure médiatique comme Rima Hassan délégitime en permanence l'existence même d'Israël tout en refusant de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, ça produit un climat, et ce climat met en danger les citoyens juifs. Aux États-Unis, un élu donc modéré, favorable à deux États, est réduit à l'incarnation du mal. C'est l'essence même de l'antisémitisme contemporain, et ces paroles ont des conséquences. À Harrisburg, elles ont failli tuer, et en France, elles ont déjà tué. Pensons bien évidemment à Mohamed Merah, mais aussi à l'agression de la jeune fille à Courbevoie. Quand on dit cela, ce n'est pas une posture politique comme beaucoup à l'extrême gauche nous disent, c'est la stricte vérité. Des figures comme Émeric Caron, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Thomas Porte, comme Rima Hassan jouent avec le feu. C'est extrêmement dangereux. Ce qui frappe aussi dans cette attaque contre Josh Shapiro, sénateur démocrate de Pennsylvanie, c'est le silence assourdissant de certaines autorités. Donald Trump, par exemple, le président des États-Unis, n'a pas dit un mot, aucune condamnation ? Aucune, effectivement. Alors, vous avez eu d'autres qui ont dit des choses, Pam Bondi notamment, mais le président américain n'a effectivement rien dit. C'est, je pense, une faute politique morale majeure. Quand un élu américain, sa famille, son domicile sont ciblés par un attentat à motivation antisémite, le silence du président en exercice envoie un signal terrible que l'antisémitisme, quand il vise un adversaire politique, serait potentiellement tolérable. Et donc, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et ce qui rend ce silence encore plus grave, c'est l'instrumentalisation parallèle de la cause juive. Donald Trump se présente comme le défenseur notamment des étudiants juifs sur les campus, souvent avec des méthodes brutales, si on peut le dire comme ça. Mais comment le prendre au sérieux s'il ne dit rien, encore une fois, quand un gouverneur juif
est la cible d'un attentat. Si la dénonciation de l'antisémitisme dépend de l'identité politique de la victime, alors ce n'est plus un combat de principe, c'est un outil. Et cet opportunisme-là est profondément dangereux, et notamment profondément dangereux pour les Juifs américains. Deuxième sujet avec vous aujourd'hui, Vladimir Poutine. Il a accueilli au Kremlin Sacha Troufanov, récemment libéré par le Hamas après 498 jours de captivité dans la bande de Gaza, ainsi que sa mère et sa compagne. Une séquence qui a choqué bien au-delà des cercles diplomatiques. Oui, bien sûr, Vladimir Poutine a en soi, bien évidemment, le droit de recevoir un ancien otage, mais ce qui s'est passé dans cette séquence est assez particulier. Vladimir Poutine a publiquement demandé à cet ex-otage de remercier le Hamas pour ce qu'il a qualifié d'acte humanitaire. C'est une scène franchement presque irréelle. Un président qui félicite une organisation terroriste pour avoir libéré un otage, alors qu'elle a massacré plus de 1200 civils, dont 16 citoyens russes, il faut le dire quand même, le 7 octobre. C'était un renversement moral absolu. Après, voilà, c'est le président Poutine et on peut ne pas être surpris. Justement, que nous dit ce geste ? Et ce n'est pas un dérapage, c'est un message géopolitique clair. Poutine ne se contente pas de remercier le Hamas, il le légitime, il ancre la Russie dans le camp des forces anti-occidentales au Moyen-Orient, et il le fait en piétinant la mémoire de ses propres ressortissants. Cela montre à quel point finalement l'alliance avec les opposants de l'Occident, elle est forte, donc avec le Hamas, avec la République islamique d'Iran, avec le Hezbollah. C'est devenu pour lui un levier stratégique dans son affrontement global avec l'Occident. Mais la Russie n'a jamais, en plus, classé le Hamas comme organisation terroriste, donc ça n'a rien de nouveau. Non, il faut effectivement remonter à la guerre froide. Le KGB finançait et armait déjà les groupes les plus radicaux au Moyen-Orient. Après 1991, la Russie a tenté de jouer les médiateurs, mais elle n'a jamais désigné le Hamas comme organisation terroriste. En 2006, Poutine invite Khaled Mashal à Moscou. Depuis, les visites se succèdent et en parallèle, Moscou a continué à fournir des armes, du soutien logistique, parfois par l'intermédiaire de Wagner. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis à ce sujet depuis plusieurs mois. Pourquoi ce soutien si explicite aujourd'hui alors que les atrocités du 7 octobre sont connues ? Parce que Poutine a choisi franchement la stratégie du chaos. Plus le monde est instable, plus l'Occident est distrait de l'Ukraine, de la Chine, plus ses partenaires autoritaires, l'Iran, la République islamique, le Hamas se renforce. C'est une vision du monde à somme nulle. Pour que la Russie gagne, les démocraties doivent perdre. Le conflit israélo-palestinien est d'une certaine manière devenu un levier pour lui, militaire, idéologique, informationnel, pour affaiblir l'Occident, bien évidemment les États-Unis d'une certaine manière, même si Trump a pris des positions, on peut en parler aussi de manière un peu particulière en ce qui concerne la Russie, mais aussi ici, bien évidemment en Europe, il lui permet aussi de flatter des ressentiments anti-occidentaux dans le monde arabe. On a aussi vu que des armes russes circulent à Gaza, que Wagner aurait formé des combattants et que des flux crypto liés à la Russie contournent les sanctions. Exactement. Il y a une convergence entre soutien matériel, couverture diplomatique et guerre informationnelle. Quand RT, par exemple, le média d'État russe, obtient un accès exclusif au tunnel du Hamas, comme c'est le cas de Al Jazeera, c'est une opération stratégique. Quand un responsable du Hamas affirme que l'attaque du 7 octobre sera étudiée dans les académies militaires russes, ce n'est pas une provocation, c'est aussi un choix politique assumé et ça démontre quelque chose. Moscou promeut un modèle, autoritarisme, violence et anti-occidentalisme. Mais qu'en est-il de la relation avec Israël ? Poutine n'avait-il pas cultivé un lien particulier ? Si, vous avez parfaitement raison, mais je pense d'une certaine manière que c'est probablement terminé. Il ne cherche plus trop à ménager les deux camps. Je pense qu'il a choisi celui qui peut lui être le plus utile dans son affrontement avec l'Occident.
Aujourd'hui, la République islamique d'Iran, le Hamas, les forces radicales lui offrent bien plus de leviers qu'un Israël isolé. C'est un pari cynique, mais très stratégique. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Une dernière question, hein. Donald Trump reste flou sur l'Iran, conciliant avec Poutine, tout en se proclamant ami d'Israël. Est-ce qu'il peut continuer comme ça? On verra, on verra. C'est toute l'ambiguïté dangereuse du moment. Moi, je pense qu'on ne peut pas se dire ami d'Israël tout en gardant un silence assourdissant sur une tentative d'assassinat antisémite sur son sol ou sur le soutien explicite de Poutine au Hamas et à l'Iran. La stratégie qui viserait à se désengager la Russie de la Chine, je pense, est bancale. Moscou va dans la direction inverse. Et en fait, c'est cette confusion morale, je pense, que le président Trump entretient, hein. Mais je pense qu'au fond, elle affaiblit malgré tout non seulement les démocraties, mais aussi le leadership américain. La réalité, c'est que depuis 1945, les États-Unis se sont construits aussi sur leur leadership moral dans le monde et celui de leader de l'Occident. Et donc, je pense qu'en réalité, face à cela, les démocraties doivent choisir la clarté, y compris les États-Unis. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'AGC France et Europe, qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir sur Radio J pour ces mises au point salutaires tous les vendredis. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous. Shabbat Shalom et Chag Sameach.